Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le programme de thermodynamique des premières années d'études supérieures. Alors dans cette première vidéo de cours, nous allons introduire les différentes notions et les différents vocabulaires qui nous seront utiles pour étudier rigoureusement cette partie de la physique, la thermodynamique. La thermodynamique, c'est probablement la discipline qui a le plus changé l'humanité. Avec la mise en application de ces concepts, elle a permis la révolution industrielle. Nous commençons notre étude par définir toute une série de termes, les différents états de la matière, les différentes échelles, les systèmes fermés et ouverts. Puis nous nous rendons compte que l'étude du modèle théorique du gaz parfait nous permet d'introduire tout un tas de concepts précieux pour le reste du programme, comme par exemple l'énergie interne ou la capacité thermique. Au cours de cette série de vidéos, un grand nombre de vidéos de compléments de cours seront présentes. Elles vont nous permettre d'avoir une idée plus précise et une liste non exhaustive d'applications des concepts thermodynamiques. Commençons maintenant par décrire les différents états de la matière. Alors on le sait, on l'a pu le voir lors du collège, lors du lycée, que la matière se trouve usuellement dans trois formes. Il existe certes d'autres formes, par exemple le plasma, ou des formes encore plus exotiques, mais le programme de thermodynamique se concentre sur l'étude de ces trois états de la matière qui sont le gaz, le liquide et le solide. Qu'est-ce qui caractérise chacun des états de la matière? Pour le gaz, c'est un ensemble d'atomes ou de molécules qui sont très faiblement liées entre elles. C'est un état fluide de la matière, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre la forme du récipient dans lequel il se trouve. C'est ce qu'on appelle en fait la capacité à remplir un volume libre. C'est aussi une matière qui est parfaitement déformable. On peut déformer un gaz, vous soufflez dans un ballon et on peut déformer le ballon sans grande difficulté. La matière liquide, c'est une matière un peu qui ressemble au gaz, mais beaucoup plus condensée. C'est un ensemble d'atomes ou de molécules faiblement liées par des liaisons hydrogène ou des liaisons de Van der Waals. C'est un état aussi fluide de la matière. C'est une matière condensée, c'est-à-dire que contrairement au gaz, les particules sont très proches les unes des autres. C'est aussi un état de la matière qui est déformable, même s'il est beaucoup plus difficile de déformer un liquide que du gaz. Le troisième état de la matière, c'est l'état solide. C'est un ensemble d'atomes ou de molécules fortement liées, c'est-à-dire par des liaisons covalentes, métalliques, ioniques, hydrogène ou Van der Waals. Les particules sont toutes liées entre elles. C'est une matière qui est aussi condensée, donc les particules, ça veut dire qu'elles sont très proches les unes des autres. Au contraire du liquide, c'est une matière qui n'est non déformable. Ensuite, on peut travailler sur plusieurs échelles spatiale. L'échelle microscopique, qui correspond en fait au plus proche de la matière. Donc c'est les fibres de carbone, un réseau cristallographique simple. L'échelle mésoscopique, l'ordre de grandeur en fait, ça va être entre le nanomètre et le micromètre. L'échelle mésoscopique, dont l'ordre de grandeur est entre le micromètre et le millimètre, c'est lorsqu'on a un nombre suffisant de particules en fait dans une échelle, enfin dans un cube par exemple, où ce nombre de particules est suffisamment élevé pour avoir une sorte d'effet de moyenne. Ce qui veut dire que, comme notre échelle est suffisamment fine, on a des valeurs en fait, des valeurs de propriété qui soient locales. Par exemple, on peut définir correctement la densité, enfin la masse volumique par exemple. Et on a l'échelle ensuite macroscopique entre le millimètre et le kilomètre et encore plus, qui correspond en fait à l'échelle usuelle sur laquelle on travaille, où les grandeurs sont bien définies localement, etc. Maintenant, la notion de système, donc on a trois types de systèmes. Donc je les ai représentés là avec ce petit schéma. Ces trois types de systèmes, donc c'est le système ouvert qui permet un échange de matière, d'énergie et de travail avec l'extérieur. Par exemple, en chimie, de l'eau dans un contenant où on applique, on met une flamme dessous, et ben si on ne ferme pas ce contenant, et ben on va pouvoir avoir des échanges de matière, il y aura de la vapeur d'eau qui va monter, l'énergie va pouvoir sortir du récipient, s'il est fait en verre, etc. Si on ferme le bouchon, on n'a plus d'échange de matière, mais on peut toujours avoir des échanges d'énergie et de travail. En effet, là, la chaleur peut toujours, l'énergie thermique peut toujours sortir par les parois. Un système
isolé, en l'occurrence, lui, ne va avoir aucun échange. Donc en fait, si on prend en fait ce récipient d'eau, on le ferme et on le met dans notre récipient où on fait le vide à l'intérieur, pour plus qu'il y ait d'échange thermique, et ben en fait, on aura un système isolé. Notre, notre énergie sera constante à l'intérieur de notre système, puisqu'il est isolé, il ne pourra pas échanger d'énergie ou de matière avec l'extérieur. Maintenant, on pourra donner une première définition en fait de la thermodynamique et discuter des fluctuations des grandeurs macroscopiques et l'intérêt d'avoir une échelle en fait mésoscopique. Donc on peut définir la thermodynamique comme la branche de la physique qui traite des problèmes d'échange d'énergie entre les corps et des propriétés physiques variant avec la température. Et en fait, pour définir correctement ces propriétés physiques, là j'ai montré deux exemples. Donc, l'exemple de gauche, on a donc un récipient qui contient un gaz avec quelques peu de particules. Et en fait, par exemple, la pression qui correspond en fait à l'impact des particules de gaz sur les parois, s'il y a peu de particules, et ben, quand on va regarder les forces de pression en fonction du temps, et ben, on va se rendre compte qu'on aura juste des à-coups de temps en temps. Comme on aura peu de particules, de temps en temps, il y en a une qui va toucher. Et à partir de là, on ne peut pas définir correctement la pression si elle varie autant. C'est pour ça en fait qu'il nous faut des systèmes qui soient suffisamment grands, avec suffisamment de particules, pour que si on a suffisamment de particules, on voit que constamment, on va avoir des petits chocs qui vont se produire. Et donc on peut calculer en fait en quelque sorte une force moyenne qui nous permettra en fait de définir des grandeurs, la pression, la température, etc. En fait, on a besoin d'être dans une échelle mésoscopique au minimum pour pouvoir définir des grandeurs moyennes, des grandeurs locales qui permettent de décrire le système. Sur des systèmes avec un trop faible nombre de particules, on ne va pas être capable de décrire des valeurs continues et qui constantes dans le temps, locales, etc. D'où l'intérêt en fait d'avoir à minima cette échelle mésoscopique. Donc maintenant on peut définir ce que c'est un paramètre d'état, une variable d'état, notamment une variable d'état extensive ou intensive. Donc une variable d'état macroscopique, c'est une variable une variable d'état, c'est une variable macroscopique qui permet de caractériser un système thermodynamique. Par exemple, les variables d'état usuelles sont la pression, la température, la quantité de matière, le volume. En fait, elles sont définies à l'équilibre et elles seules permettent de définir le système. Par exemple, on a dans un ballon fermé, un ballon de foot, on a une pression P. Et cette pression P, elle va être la même, comme le système à l'équilibre, elle va être la même peu importe où on se trouve à l'intérieur du ballon. Et là, en fait, on a deux types en fait, de grandeur, les variables extensives et variables intensives. Fait, comment on les reconnaît? Donc imaginons, on a nos quatre variables, P, T, N et V. On prend deux récipients, on va noter R1 et R2. Le premier récipient, on aura P1, T1, V1, N1. Et le premier récipient, on aura P1, T1, V1 et aussi N1. C'est plus ou moins les deux mêmes récipients. Et en fait, si on les fusionne, ces deux récipients, on aura toujours la même pression, toujours la même température. Par contre, on aura 2 fois plus de volume et 2 fois plus de quantité de matière. Et donc les variables extensives, en fait, c'est des variables... excusez-moi, du coup, je me suis totalement trompé. En fait, ici, c'est les variables qui sont intensives. Et ici, les variables qui sont extensives. Et donc, les variables extensives, c'est des variables quand on augmente en fait la taille de notre système, elles varient à peu près dans la même proportion. Tu vois, si on double le volume, le V va doubler aussi. Par contre, les variables intensives, si on met deux systèmes côte à côte, la température va pas doubler en fait. Elle va pas doubler. Si on met deux systèmes avec la même température, la température va rester la même. Pareil pour la pression. C'est ce qui différencie variables intensives et extensives. Très bien. Donc là, on peut définir la température. Donc la température, elle va mesurer en fait l'agitation des particules composant un système. Dans un gaz, par exemple, la température, elle est liée à l'énergie cinétique des particules du gaz. Et dans l'unité SI, en fait, on utilise le Kelvin, avec le 0 qui correspond à la température où il n'y a plus de mouvement, et 273,16 Kelvin, la température du point triple de l'eau. Donc c'est ça qui nous permet en fait de faire notre échelle de température. Et donc cette température, en fait, elle vient réellement
caractériser en fait l'état d'agitation thermique de notre système. Et donc dans le cas d'un gaz, c'est assez facile à voir parce qu'en fait les particules elles sont pas liées entre elles, elles peuvent se déplacer. Et donc plus les particules vont vite dans le gaz, plus il fait chaud. Et on a la formule qu'on pourra montrer dans le chapitre suivant, le chapitre sur le modèle du gaz parfait, que pour un gaz monoatomique, par particule, en fait, donc 1 demi de mv carré, ça va être égal à 3 demi kBt, avec kB la constante de Boltzmann. Et donc là, on voit bien que plus la vitesse est élevée, plus la température du milieu va être élevée. En fait, c'est une manière de relier le microscopique au macroscopique. Le microscopique, la vitesse des particules, et le macroscopique, la température, qui ne peut être définie que sur une échelle à minima mésoscopique. On peut faire de même avec la pression. Donc la pression, c'est une grandeur physique qui va traduire l'intensité de la force de contact entre les particules du fluide et les parois du système. Donc en fait, plus les particules vont venir taper fort, plus il y a de particules qui vont venir taper, plus elles vont taper fort sur les parois, plus la pression va être élevée. Et l'unité de la pression, en fait, c'est le pascal, PA, qui correspond à des newtons par mètre carré. Et on va pouvoir voir que le modèle du gaz parfait va permettre, en fait, on va pouvoir montrer que si on se place dans le modèle du gaz parfait, avec la conservation de la quantité de mouvement lors du choc particule-paroi, on va pouvoir exprimer la pression d'un gaz parfait. Très bien. Donc là, on va pouvoir faire un petit calcul en fait de pression dans un récipient pour bien comprendre ce que signifie en fait la pression. Donc, imaginons qu'on a du gaz contenu dans notre récipient et on met un piston. Sur le piston de masse non nulle, mais on applique une masse M. Et on veut venir calculer la pression du gaz à l'équilibre à l'intérieur. Donc, on veut déterminer la pression dans la cavité. Donc le piston, on sait qu'il est à l'équilibre. Donc le piston est à l'équilibre. Ce qui signifie qu'en appliquant la seconde loi de Newton, que la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc ça signifie que la force de pression dans la cavité, donc force P cavité, plus la force de pression extérieure, plus le poids de notre petite masse, va être égal à 0. Donc là, on va le projeter sur Z. Et on va avoir donc PS. Là, si on met ça en Z, donc PS moins P0S, donc la force de pression extérieure, moins mg est égal à 0. Et donc on a P, donc S, ça va être la surface du piston, et P va donc être égal à P0 plus mg S. Donc on a pu calculer la pression dans la cavité, ou cavité fermée par un piston soumis à une masse M. Et là, on va pouvoir définir la notion très importante d'équilibre thermique, l'équilibre thermodynamique, excusez-moi. Donc en fait, on définit donc l'équilibre thermodynamique par un état que tout système isolé, atteint après un temps suffisamment long, est caractérisé macroscopiquement par un nombre fini de variables d'état. C'est-à-dire que lorsqu'un état est à l'équilibre thermodynamique, toutes les variables thermodynamiques, la température, la pression, le volume sont constants. Donc c'est en fait, on laisse un gaz, toujours le ballon, hein. Considérons un ballon qui est adiabatique, enfin qui est complètement isolé thermiquement, la température ne peut pas rentrer ni sortir, la chaleur ne peut pas rentrer ni sortir du ballon. Donc le ballon a une pression P, une température T, et en fait, on gonfle, donc là il n'est pas à équilibre, on arrête de gonfler, et très rapidement, et ben en fait, la pression dans le gaz est la même, la température sera homogène, et donc on peut correctement décrire en fait l'état de notre ballon par le volume, la pression, la température. Ça nous permet de décrire entièrement en gros l'état thermodynamique de notre ballon qu'avec ces variables d'état.
Donc en réalité, en fait, on a vu à l'échelle macroscopique, les particules ont toujours un mouvement, mais prises collectivement, les moyennes ne fluctuent pas. Voilà. Et on peut voir que ça peut être aussi en fait des équipes chimiques. Hein. Donc, par exemple, la phase liquide-vapeur de brome en équilibre, et ben on a une phase liquide, une phase vapeur, et les deux quantités de matière qui existent dans la phase liquide et dans la phase vapeur, lorsque ça équilibre, ça n'évolue plus. Et donc, on peut voir qu'on peut définir à l'équilibre thermodynamique notre système par des variables d'état qui seront constantes, et en fait, on peut relier entre elles ces variables d'état par ce qui s'appelle une équation d'état. Et donc, en fait, une équation d'état, ça correspond à une fonction qui dépend de la quantité de matière, du volume, de la température, de la pression, du potentiel chimique qui est égal à 0. Par exemple, dans le cas d'un gaz parfait, on a PV égale nRT. Et donc on peut réécrire PV moins nRT est égal à 0. Pareil, en fait, si on prend un gaz réel, cette fois-ci un gaz de Van der Waals, excusez-moi, c'est pas un W, mais c'est un V, et bien en fait on peut relier les différentes variables d'état entre elles à l'équilibre. Et donc si on connaît, imaginons qu'on connaît le volume, la température et la quantité de matière, et ben on va pouvoir calculer la pression. Bon, ça existe, cette équation d'état, elle n'existe pas que pour le gaz parfait, hein, elle existe aussi pour les phénomènes paramagnétiques. On peut définir en fait le moment magnétique à l'aide d'un certain nombre de grandeurs à l'équilibre qu'on connaît. Et donc on peut déterminer M si on connaît le nombre d'atomes, etc. La température. Donc il y a plein de types d'équations d'état différentes. Et là, pour finir, et ce qui va faire le lien en fait avec le chapitre prochain, donc c'est le modèle du gaz parfait. Donc le modèle du gaz parfait, c'est un modèle mathématique sous forme d'une équation d'état qui permet de décrire les gaz à basse pression. Et donc à l'équilibre thermodynamique, un gaz il peut être décrit avec 4 types de variables, la température, la pression, le volume et la quantité de matière. Et on peut écrire l'équation d'état, PV est égal à nRT. Et on peut faire plusieurs observations. Donc si on se donne un N fixé, donc une quantité de matière fixée, qu'un volume constant, quand on augmente la pression, c'est-à-dire qu'on augmente, donc ça on fixe constant. Si on augmente la pression, on va augmenter la température. C'est ce qu'on appelle la loi de Gay-Lussac. À pression constante, une variation de volume entraîne une variation de température. Et à température constante, PV est une constante. C'est ce qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte. Donc pour résumer, on va faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu lors de ce chapitre. Donc on a pu discuter des différents états de la matière, donc les différents états de la matière, solide, liquide, gaz. On a pu voir aussi les différents types d'échelles. Donc les échelles macro, méso et microscopiques. Les systèmes fermés et ouverts. Les variables d'état qui peuvent être extensives ou intensive, la température, la définition de la température, de la pression, la notion d'équilibre thermodynamique, la notion aussi d'équation d'état, et une introduction au modèle du gaz parfait qu'on traitera dans une prochaine vidéo de cours. Donc à partir de là, dans la suite de ce chapitre, donc je vais faire 2 ou 3 exercices avec notamment aussi une vidéo complément de cours qui va être sur la thermométrie.
donc qui est la science de la mesure de température. Donc je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo, et puis à bientôt.